Moi, j'étais persuadée que j'allais expliquer ce qui m'était arrivé et que la police allait arriver chez lui mettre les menottes. Et 2 semaines plus tard, il prenait 15 ans de prison, quoi. Quand une affaire de violence sexuelle est révélée publiquement, on réclame souvent que justice soit faite. On attend de la justice qu'elle enquête et qu'elle punisse. Mais comment ça se passe concrètement quand on porte plainte en France ? À quoi ressemble le parcours judiciaire d'une victime de violence sexuelle ? Attention, certains récits peuvent être difficiles à entendre. Prenez soin de vous, écoutez à votre rythme et faites une pause si besoin. Vous écoutez Défaire la violence, une série documentaire du dispositif Saint-Epsy étudiant et de l'association Vika. Donc, ce qui s'est passé au début, c'est qu'on est allé au commissariat. Dans l'épisode précédent, on rencontrait Louise. Cette jeune femme de 23 ans a été violée par son ex-petite amie quand elle avait 15 ans. Ils ont d'abord auditionné mon père et ma grande sœur à qui j'en avais parlé pour dire les faits, parce que comme moi j'étais mineure, ils ne pouvaient pas prendre ma déposition comme ça. Donc, on m'a fait revenir après pour m'auditionner, pour faire une déclaration. Alors, lorsqu'on dépose plainte, donc, quelle que soit l'infraction, il y a 2 manières de porter plainte, soit directement au commissariat, soit à l'aide d'un avocat qui rédige une plainte, ou seul d'ailleurs, on rédige une plainte, on l'envoie au procureur. Je m'appelle Laura Thémin, je suis avocate pénaliste, inscrite au barreau de Créteil et j'exerce dans toute l'Île-de-France, puis dans la France. Pour les violences sexuelles, c'est la plainte au commissariat, généralement, parce que ce qu'il faut, c'est agir le plus rapidement possible. Donc, l'OPJ enregistre la plainte, il la transmet au procureur dans les plus brefs délais, comme le demande le code, et le procureur, lui, ensuite, va décider des poursuites. Il y a eu plusieurs déclarations, il y en a eu au commissariat, et il y avait à chaque fois une transcription texte, mot pour mot. Et du coup, je voyais bien des fois que c'était important de relire. Ça, c'est un conseil très pratique, très pragmatique que je donne aux gens qui m'écoutent. Vraiment, relisez vos dépositions et passez-y du temps. Même si vous les faites chier en face, relisez-les. Ça m'est arrivé d'avoir des dépositions où moi, je faisais 15 minutes sur un sujet et en fait, ce qui était marqué, c'était 4 phrases qui me donnaient l'impression d'avoir été prise pour un enfant, quoi. Ces 4 phrases avec des formulations de gosse où vraiment, je pouvais dire des fois... mon petit copain était abusif et il m'empêchait d'avoir des amis en dehors de lui et il me menaçait de se suicider si je lui répondais pas toutes les heures. Je dis un truc comme ça. Et dans le résumé, c'est marqué « Vraiment, il était très méchant avec moi, c'était pas sympa ». Pour aller porter plainte, on peut aller porter plainte dans tous les commissariats et il faut pas hésiter à changer de commissariat dès qu'on sent qu'on est mal reçu. C'est vraiment ça. Ensuite, il faut aussi savoir que les victimes peuvent être accompagnées d'un avocat dès le dépôt de plainte. C'était compliqué il y a encore quelques temps parce que beaucoup de commissariats considéraient que les avocats n'avaient pas à être là. Donc même quand on appelait en avance, etc., on pouvait vraiment pas venir. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a eu un amendement qui a permis de clarifier très clairement, c'est l'article 10-2 du Code de procédure pénale, qui indique que la victime, elle peut accompagner de toute personne de son choix, y compris d'un avocat. Comme l'explique Laura Thémin, une victime de violence sexuelle peut être accompagnée de l'avocat de son choix dès le dépôt de plainte au commissariat. Si une personne n'a pas les finances nécessaires, certaines associations peuvent l'aider en proposant un accompagnement dans le parcours judiciaire des victimes. C'est le cas du collectif féministe contre le viol et de la Maison des femmes, ou encore de Colosse au pied d'argile, dont Violaine Chabard est la directrice de l'accompagnement des victimes. Il vaut mieux préparer son audition parce que là aussi, moi je le vois aujourd'hui dans l'accompagnement que je peux faire et c'est plutôt un avantage d'avoir été enquêtrice parce que je peux leur expliquer que c'est parfois compliqué aussi de répondre aux questions des enquêteurs parce qu'on a une grille d'analyse et on a des points importants à rechercher et que c'est parfois mal vécu aussi par la victime et qui peut avoir
le sentiment qu'on la juge ou qu'on exerce un peu de voyeurisme dans les faits, alors que pas du tout. Donc je pense qu'il faut préparer les victimes, il faut qu'elles soient accompagnées. Il faut aussi parfois, moi je les aide à remettre un peu de l'ordre, hein, parce que ça peut être confus dans leur récit, que ce soit plutôt chronologique, d'essayer de rechercher des points importants qui vont permettre aux enquêteurs d'aller investiguer quels ont été les témoins à ce moment-là, où les faits ont été commis, qu'est-ce qu'on sait sur l'agresseur, de remettre un peu de l'ordre, quitte à établir un document et de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie ensuite avec ce document qui permet aussi d'apaiser les victimes. Il y a des preuves, mais pas suffisamment. Et ça, c'était est-ce qu'il va être mis en examen? C'était tous les jours. Ma grande question, le grand questionnement de toutes mes matinées, toutes mes soirées, à chaque fois que j'allais sur mon téléphone, est-ce qu'il est mis en examen? Est-ce qu'on va me dire qu'il est mis en examen? Après le dépôt de plainte, une enquête est ouverte. À partir de ce moment-là, pour Louise, l'attente commence. Il faut laisser les enquêteurs de la police faire leur travail. Son ex-copain est contacté et entendu. Pendant toute cette période, la grande peur de Louise est que cette affaire soit dite classée sans suite, comme près de 94% des affaires de violences sexuelles à cette époque, entre 2012 et 2022. Classement sans suite, on peut avoir l'impression que finalement, c'est que la justice considère qu'il ne s'est rien passé et qu'il n'y a pas de suite, alors que absolument pas. Un classement sans suite, ça veut dire que la justice considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir poursuivre et in fine condamner. Mais la justice, elle est là sur la vérité judiciaire, ce qui n'a absolument rien à voir avec la vérité avec un grand V. Les juges, ils sont uniquement là pour savoir s'il y a assez ou non d'éléments de preuve. Et c'est vrai que les victimes, très souvent, expliquent à quel point le classement sans suite est douloureux. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est rappeler à quel point le classement sans suite, c'est un élément judiciaire qui n'a absolument rien à voir avec le fait de savoir si la justice les croit ou non. C'est pas du tout le sujet de cette décision de classement. Ils l'ont mis en examen à la toute fin, quoi. Il serait resté témoin assisté, j'aurais pas eu de procès, ça aurait été fini, classé sans suite. Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire, entre celui de simple témoin et celui de mise en examen. À l'inverse d'une personne mise en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Mais si le témoin assisté est mis en cause dans une affaire pénale, c'est qu'il existe des indices rendant vraisemblable sa participation à l'infraction. Jusqu'à 2018-2019, on n'enquêtait pas. Les plaintes, à partir du moment où l'auteur est identifié, franchement, dans la grande majorité, je peux même aller jusqu'à dire dans la quasi-totalité, il y a une enquête. Par contre, le classement sans suite, il y en a encore beaucoup, mais c'est souvent après enquête. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'enquête. Pendant toute la durée des investigations, rien n'oblige les policiers et gendarmes à tenir au courant la victime de l'avancée de l'enquête. Violaine Chabard. Alors, vous n'avez pas de nouvelles et c'est ce qui est long pour une victime. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit accompagnée par une association. Parce que nous, on connaît les rouages, on sait les difficultés et qu'on leur explique que ça peut durer 6 mois, ça peut durer 8 mois, 10 mois, etc. en fonction des faits, en fonction des circonstances, en fonction des éléments à rechercher. Et que chaque fois, on leur rappelle et on met en place ce soutien psy qui leur permette de prendre un petit peu de distance et d'attendre patiemment. Et il n'y a pas trop le choix, le résultat de l'enquête. Souvent, quand le procureur décide de classer sans suite, c'est qu'il considère qu'il y a un manque de preuves. C'est peut-être pour cela qu'on entend beaucoup « ce sera parole contre parole » et que beaucoup de victimes se découragent. Mais mieux comprendre tout ce que recouvre la notion de preuve peut aider les victimes à persévérer dans leur combat. Donc, lorsqu'une personne subit une agression sexuelle, elle va pouvoir se confier à certaines personnes. Et ces personnes, lorsqu'elles vont attester devant la justice d'avoir reçu ces confidences, ça va être une preuve qui peut avoir un poids. Et surtout, si on a des témoignages croisés. Ce sont des preuves qui sont absolument considérables. Après, la notion qu'il faut vraiment avoir en tête dans ces dossiers, c'est le faisceau d'indices. L'idée, c'est que l'enquête puisse faire ressortir tout un tas d'éléments qu'on appelle des éléments de preuve et qui vont constituer un faisceau d'indices. Donc ça va jamais être un seul témoignage qui va être là, mais ça va être le témoignage, ça va être l'expert qui va avoir entendu aussi et qui va faire son rapport. Ça va être parfois, lorsque il y a eu un lien entre la victime et l'auteur,
les échanges, s'il y a des échanges téléphoniques, des échanges par mail. Alors, pas sur les faits, mais on va pouvoir comprendre à travers tous ces échanges, parfois un lien qui se met en place. Par exemple, en effet, le journal intime va être extrêmement important. Le journal intime, les confidentes, les meilleures amies d'école. Parfois, on retrouve des confidences à l'école primaire, les enseignants également, ou des SMS entre copines qui ne parlaient pas directement des faits, mais qui parlaient d'un certain malaise. Mais en fait, il faut, je pense, se dire que toutes les preuves sont recevables. En pénal, toutes les preuves sont recevables. Donc, dès l'instant où la victime considère que ça, selon elle, ça peut avoir un impact, eh ben, il faut le communiquer à l'avocat et l'avocat, très souvent, le versera au dossier et après, c'est le juge qui estimera si oui ou non c'est un élément qu'on met dans le faisceau d'indices. À la fin de l'enquête, l'accusé peut être mis en examen ou non. C'est à ce moment de la procédure que sont définis les chefs d'accusation. Selon le Code pénal français, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Pour un viol, on encourt 15 ans de réclusion criminelle de base et 20 à 30 ans en cas de circonstances aggravantes, notamment l'âge de la victime ou l'administration de substances à la victime en vue de l'affaiblir. Par ailleurs, le Code pénal français considère que toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise qui n'implique pas de pénétration ou d'acte bucco-génital est une agression sexuelle. Autrement dit, les agressions sexuelles regroupent les actes à caractère sexuel comme les attouchements, les baisers imposés, les mains sur le corps, etc., commis sans le consentement éclairé de la personne. On considère que le consentement n'est pas obtenu dès lors qu'il y a présence de moyens de contrainte comme la violence physique, des menaces de dommages ou de représailles, de la pression psychologique, hiérarchique, morale, affective ou de la surprise, résultant de la sidération ou d'un acte inattendu. Pour une agression, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement, ou plus si la victime est mineure ou vulnérable. Pour Louise, l'attente du procès est très longue. Et ça, c'est sur des années et des années. Ça a mis du temps, des fois 3, 4, 5, 6 mois entre une audition et une autre. Entre-temps, moi, je suis devenue une étudiante, je me suis mise à habiter seule, j'ai déménagé, je vais dans une autre ville, j'ai changé d'entourage, j'ai commencé mes études. Enfin, ma vie, elle changeait, mais j'avais ça derrière moi tout le temps. Et en fait, c'était au-delà des choses à faire pour la justice, c'était l'attente qui était le pire. Parce qu'en tout, je crois que ça a pris 6 ans, du jour où j'ai porté plainte jusqu'au le moment où le procès s'est terminé. Donc la victime dépose plainte. Suite à ça, la plainte, elle va être transmise au procureur. Le procureur décide de poursuivre et à partir de ce moment-là, soit c'est une enquête préliminaire, soit si les faits sont criminels, le juge d'instruction va être saisi. Dans les deux cas, c'est une enquête. La victime va être du coup soit devant les policiers, soit devant le juge d'instruction, amenée à raconter une nouvelle fois son histoire, sa version des faits. Donc elle va, devoir vivre ça une ou plusieurs fois. En parallèle, il va y avoir les auditions de tous les témoins, du mis en cause, parfois des perquisitions, les différents actes d'enquête. Et elle, au cours de l'enquête, elle va également devoir rencontrer un expert psychologique ou psychiatrique. Souvent également l'unité médico-légale pour rencontrer un médecin et puis faire le point sur toutes les séquelles physiques et psychologiques. Et au cours de l'expertise, elle peut également être amenée, dans la majorité des cas, si elle l'accepte, à une fois de plus raconter son histoire. Et l'attente était vraiment terrible parce que moi, dans ma vie, j'avais mes copains, mes copines, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie d'étudiante. Et en fait, chaque jour, je me levais le matin et avant de penser à mon partiel, à faire mes courses, à faire mon ménage, à aller voir des copains, à dormir, c'était: «Est-ce que j'ai reçu un mail? Est-ce que j'ai reçu un mail? Est-ce que j'ai reçu un mail?» C'est la boîte aux lettres tous les jours. Et ça arrivait une fois tous les 6 mois et quand ça arrivait, c'était: «Punaise, OK, c'est bon, ça avance» et en fait, ça avançait pas, c'était pour me dire: peut-être, on fait une audition, peut-être dans 3 mois, peut-être pas, on sait pas» et ça, c'était vraiment dur parce que tous les jours, c'était un poids, quoi
Et donc ça, c'était la période des auditions, on va dire. Il y a eu l'enquête préliminaire où ils ont quand même trouvé des trucs chez lui. Enfin, ils ont trouvé un fichier dans son ordinateur qui s'appelait Ma Version, où il avait enregistré des phrases par cœur à dire ça, typiquement, ça ne passe pas. C'est louche et à raison. Pour les délais, on va déjà distinguer entre les faits qui viennent d'être commis et ceux qui sont plus anciens. Pour les faits qui viennent d'être commis, si on n'est pas sur une infraction criminelle et donc une procédure d'instruction, maintenant, très souvent, c'est soit une comparution immédiate, donc dans ce cas-là, c'est très rapide, 72 heures après, on a la décision. Sinon, c'est souvent une COPJ, c'est une convocation à une date ultérieure, mais là, on est sur des délais de quelques mois. Donc, c'est relativement raisonnable. Par contre, lorsque les faits sont plus graves et qu'un juge d'instruction est saisi, là, c'est beaucoup plus compliqué. Le délai moyen d'une procédure d'instruction, c'est entre 1 an et parfois 2-3 ans. Ça peut être même plus long, parce que la procédure d'instruction en tant que telle va durer 3 ans. Et ensuite, il y a un délai d'audiencement. Donc, une fois que le juge d'instruction a clôturé son dossier, il faut avoir une date devant la juridiction de jugement, donc soit la cour d'assises, soit, si ça a été correctionnalisé, le tribunal correctionnel. Mais donc, en tout, ça peut être 4 ans. 4 ans, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Les délais sont très longs. En plus de la comparution immédiate de plus en plus courante, et de l'article statuant clairement sur le droit de chacun à bénéficier d'un avocat dès le dépôt de plainte, Laura Thémin constate d'autres évolutions positives dans la prise en compte des affaires de violences sexuelles. Aujourd'hui, les victimes sont beaucoup plus crues qu'avant. Ça n'a absolument rien à voir. Honnêtement, depuis, je dirais, 2 ans, je n'ai plus vu un dossier où je me suis dit... Là, il y a un manque de compréhension de la part des magistrats ou même des policiers et ils ne croient pas à la vie. En fait, on n'est plus du tout sur une question de croire ou pas croire. Enfin, je trouve que ça n'existe même plus, en fait, cette question. C'est on croit, il n'y a pas de débat. Le seul débat, c'est est-ce qu'on a les preuves ou pas. Avant, c'est vrai, mais quand je dis avant, c'est, je pense de 2019, peut-être jusqu'à 2020, 2021. Il y avait cette question, et même maintenant, moi, ça me paraît tellement fou de se dire qu'on était là pour savoir si on croit ou pas à la victime. Enfin, mais avant, c'est vrai, il y avait cette question un peu sous-jacente toujours mais est-ce qu'elle fait pas ça pour servir ses intérêts? Je sais même pas qu'est-ce qu'ils peuvent être, mais bon, il y avait cette question un peu sous-jacente. Aujourd'hui, mais alors, plus du tout. Je pense que du côté des magistrats, ces dernières années, il y a eu une évolution majeure. D'abord, je sais qu'à l'École nationale de la magistrature, maintenant, la formation s'est vraiment spécialisée sur les atteintes sexuelles. Donc, ils ont des formations sur toutes les... Enfin, que ce soit l'aspect sociologique, psychologique. La formation, elle est beaucoup plus complète qu'avant. Les magistrats qui arrivent, qui sont plus jeunes, ils sont beaucoup plus aguerris que la génération d'avant, ça c'est clair. Et sur, par exemple, le traitement de l'audience, on constate quand même un véritable changement sur les questions posées, par exemple. 6 ans après le dépôt de plainte pour viol de Louise, son agresseur a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Du coup, j'ai gagné ce procès. Alors, il n'a pas eu une peine énorme. En même temps, il était mineur et je pense que ça a beaucoup joué. Et du coup, il a eu, je crois, 1 an de prison avec un sursis. 1 an ou 3 ans, je sais plus. Mais il n'a pas eu grand-chose. Et avec le sursis maximal, c'est-à-dire pendant 5 ans, le sursis s'appliquait. Et il a eu, je sais plus, une amende de 10 000 €, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une amende qui est réglée par l'assurance et c'est pas de sa poche, quoi. Et après, il y a eu une nouvelle procédure qui était pour les dommages et intérêts. Moi, ce que je constate, c'est que la majorité du temps, les victimes dans ces dossiers-là ne parlent quasiment pas, ou alors au fur et à mesure de l'enquête, lorsqu'elles comprennent leurs droits, etc., mais du volet indemnitaire. Ce qu'elles attendent de la procédure, c'est je pense, d'être reconnues en tant que victime, que lui reconnaisse,
ou elle, mais que l'auteur reconnaisse, de comprendre et surtout d'éviter que cela puisse se reproduire. C'est vraiment un besoin de justice avec un grand J. Là où dans d'autres dossiers, on va avoir dès les premiers rendez-vous des questions sur mais concrètement, quels sont les avantages, les inconvénients, est-ce que les coûts aussi, le coût de la procédure par rapport aux gains éventuels, que ce soit un vol ou une escroquerie, mais le client va immédiatement nous demander mais à la fin, qu'est-ce que je peux obtenir ? Dans les dossiers de violences sexuelles, on n'a jamais cette question. C'est nous, en tant qu'avocates, qui mettons ça en avant en disant voilà, il faut savoir qu'il y a un barème qui existe. Vous allez rencontrer des experts et ensuite il va y avoir une grille sur différents postes de préjudice et à la fin, selon les évaluations, vous pourrez obtenir telle ou telle somme. Mais le volet indemnitaire, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui souvent est ramené par l'avocat. Mais il n'y a pas trop de questions de la part des victimes. Les indemnités versées aux victimes sont souvent symboliques et servent surtout à rembourser les frais d'avocat. Elles sont parfois de 2 000, 5 000, guère plus de 20 000 euros. Pourtant, l'impact psychologique et parfois physique d'un procès sur le parcours de soins de la victime n'est pas à négliger. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Il y a beaucoup de victimes qui attendent une réparation au travers d'un procès. Mais finalement, quand on rentre à la maison, le souvenir est toujours là, en fait. Les stigmates sont toujours là. Le travail de reconstruction derrière, on a toujours à le faire. Se faire accompagner, c'est très important. De ce procès, Louise ressort avec l'idée que son agresseur a compris ce qu'il avait fait. Je pense que ça lui aurait bien arrangé de croire qu'il ne l'avait pas fait. Moi, j'ai toujours cru. Je pense encore aujourd'hui. Mais après, c'est aussi ce que je choisis de penser, parce que vu que je ne peux pas avoir de moyen de vérifier, autant croire la chose qui me fait le plus plaisir. Parce que ça ne changera rien, je ne saurais pas. Donc je choisis de croire qu'il sait ce qu'il a fait. Et j'espère qu'il en a mal dormi et qu'il endort mal la nuit. Après, ça, je peux pas vraiment le savoir au fond de moi, mais intérieurement, je pense qu'il sait. Je pense qu'il a toujours su. Et je pense même qu'il a su avant moi. Avant que moi, je mette vraiment les mots dessus, je pense qu'il savait. Aujourd'hui, Louise va bien. Elle est amoureuse, joue dans un groupe de musique, passe ses week-ends avec ses amis. Moi, aujourd'hui, ça va super bien. Franchement, j'ai repris là des études de droit que j'avais un peu arrêtées parce que j'avais eu des galères et que c'était pile pendant la période du procès et c'était vraiment compliqué pour moi. Donc là, j'ai repris, je viens d'avoir ma L2. J'ai eu une mention assez bien. Donc j'ai eu ma L2, là, je vais aller en L3. Je veux toujours faire avocate. Ça, je voulais déjà le faire depuis que j'étais petite, mais avocate, ça a toujours été mon truc. Et depuis ce truc-là, je veux faire avocate pénaliste spécialisée en défense des femmes. Donc ça, c'est toujours le but. Je vais peut-être avoir un stage l'année prochaine avec mon avocate à moi. Je trouve ça trop bien. Mais je veux vraiment un peu suivre ses pas. C'est un peu ma mentor. À ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de suivre ses pas. Elle, et ça, c'est vraiment la femme que j'admire, etc. Et de lui envoyer un mail pour dire vous pouvez bien me prendre un stage. Et elle fait mais bien sûr, ma porte vous est ouverte et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée parce qu'elle m'a continué un peu de m'accompagner après, quoi. La justice évolue avec la société. C'est bien l'ouverture de la parole sur le sujet des violences sexuelles qui a fait évoluer leur prise en charge judiciaire. Les plaintes pour violences sexuelles augmentent, mais c'est paradoxalement une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on refuse les violences, on porte plainte, on ne les considère plus comme partie intégrante de notre société. L'ouverture de la parole a impulsé un mouvement qui ne s'arrête plus. Chaque année, à chaque nouvelle affaire médiatisée, à chaque nouveau podcast, film, livre, documentaire sur le sujet, les jeunes sont plus éclairés, davantage éduqués, plus conscients des enjeux liés aux violences sexuelles. Atteintes sexistes, agressions sexuelles, notions de consentement, harcèlement sexuel et viol, les jeunes font évoluer la prise en charge de ces sujets plus rapidement que toutes les générations avant eux, alors même que les nouvelles technologies ouvrent la porte à des atteintes sexuelles hors normes. La priorité est de ne jamais cesser de s'éduquer, de s'informer. C'est comme ça que votre génération pourra continuer de changer en profondeur la société. On espère que cette série vous a donné des clés pour mieux comprendre les violences sexuelles, vous a apporté des informations concrètes pour y faire face ou pour accompagner des proches dans un parcours de reconstruction ou de justice. Nous tenons à remercier Louise et Alia de nous avoir chacune offert un témoignage sincère malgré la difficulté du sujet, mais surtout de permettre par leurs actions et leurs discours de faire évoluer les mentalités.
Merci aussi à tous les acteurs que l'on a pu entendre dans cette série. Ce sont eux qui se battent au quotidien pour une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est grâce à eux, mais aussi à vous qui vous informez, que l'on parviendra tous ensemble à prévenir, combattre, à défaire la violence. Si vous pensez être victime de violence ou vous posez des questions sur une relation problématique, n'hésitez pas à appeler la CNAE, CNAE, au 0800 737 800, un numéro spécialement destiné aux étudiants. Vous pouvez aussi appeler le 3919, le numéro national d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Défaire la violence est une série documentaire de Santé Psy étudiants en collaboration avec l'association VICA, sur une idée originale et avec la voix de Vicky H, produite par l'ACME, coordonnée par Chloé Vibo, écrite et enregistrée par Nina Pareja, réalisée et mise en musique par Thomas Loupias. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur santépsy.étudiant.gouv.